Dragon Ball en film, c'est possible. Je le dis, je le pense, c'est possible. Déjà techniquement, ça. C'est possible. Et ça. C'est possible. Maintenant qu'on est ok là-dessus, il va falloir s'intéresser à Dragon Ball Evolution. Ah, Dragon Ball Evolution, certainement l'une des pires adaptations au cinéma toujours confondues. Pour l'anecdote, je ne connaissais ce film qu'au travers des nombreuses vidéos de youtubeurs qui en parlaient sans vraiment l'avoir regardé, et je m'en contentais. Mais pour les besoins de la vidéo, j'ai dû m'y contraindre, et ce qui est incroyable, c'est que même après avoir vu autant d'avis unanimes lui chier dessus en prouvant par A plus B qu'il est mauvais, ce n'est que quand je l'ai vraiment vu que j'ai compris qu'il était encore pire que ça. Sans déconner, il y avait autant de chances que Krillin ne meure pas dans un arc DBZ que le film accumule autant d'erreurs aussi grossières. Le jeu d'acteur est naze, les costumes et les effets spéciaux sont plus ridicules que le dessin d'un enfant qui découvrirait Paint, et le montage a été fait par un aveugle, ou alors le mec l'est devenu en faisant ça. Il y a des erreurs partout dans les raccords et les scènes s'enchaînent sans aucune logique. Et côté adaptation, je ne vous en parle même pas, un mec a dû décider que tout serait super réaliste, et un autre a dû s'en battre les boules royales. Du coup on se retrouve toute une partie du film avec un monde qui est le nôtre, où les gens conduisent des Mégane et des 206, et puis tout d'un coup il y a un vaisseau spatial, des motos Transformers et un truc qui ressemble à Piccolo. Et de toute façon, de manière générale, ce n'est pas Dragon Ball, sans le nom des personnages il serait pratiquement impossible de savoir qu'on est dans l'adaptation d'une œuvre de Toriyama. Rendu à ce niveau là, c'est vraiment qu'il y a plus grand chose à sauver. Le plus triste dans tout ça, c'est que le film a été un tel échec critique et commercial que beaucoup de personnes en sont venues à la conclusion qu'il était impossible d'adapter Dragon Ball en film live et plus généralement les mangas. Les fans étant désormais sur le qui-vive pour guetter le moindre faux pas d'Hollywood, ça a rendu les producteurs très frileux, ce qui a eu pour conséquence une très longue période sans véritable tentative d'adaptation jusqu'à très récemment où l'on a eu successivement Ghost in the Shell au cinéma et Death Note sur Netflix. Avant d'aller plus loin, quelques précisions s'imposent sur ce que je viens de dire. Je sais qu'il y a eu des adaptations de mangas qui plus est réussies entre temps, pour n'en citer que deux, Age of Tomorrow et Speed Racer. Je n'ai vu que le premier, pour moi il s'agit plus d'une libre inspiration de All You Need Is Kill que d'une véritable adaptation, puisque rien que le nom est différent. Et même sans ça, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, ce sont les adaptations de mangas dont la licence a le pouvoir de faire des blockbusters. Pourquoi ce choix? Eh bien parce que ça colle beaucoup plus à la situation de Dragon Ball du fait de sa notoriété et de l'œuvre en elle-même. C'est là que réside l'enjeu actuel des adaptations manga. Retranscrire les Neketsu et plus généralement toutes les séries faisant appel à des pouvoirs magiques qui nécessiteront beaucoup d'effets spéciaux au même titre que les comics. Car on va pas se mentir, c'est ce qui a le potentiel d'attirer le plus de public et donc de générer le plus d'argent, exactement comme les films Marvel. Mais c'est aussi ce qui reste le plus difficile à rendre crédible à l'heure actuelle. Je ne pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi il est plus facile d'adapter Quartier Lointain que Bleach ou Fullmetal Alchemist. Au passage, Quartier Lointain est une histoire de Jiro Taniguchi où un héros adulte va se retrouver dans le passé où il retrouve son corps d'enfant tout en conservant ses souvenirs. Certes, il y a une part de fantastique, mais tout le reste de l'histoire est ancré dans notre réalité et ne fait pas appel à de quelconques pouvoirs magiques ou des exploits surhumains. Pardon d'avance pour la comparaison, mais même la comédie française Bis avec Cadmerade et Franck Dubosc utilise ce procédé sans pour autant que l'on bascule dans du pur fantastique. D'ailleurs, je n'ai pas pris ces trois exemples au hasard. Quartier Lointain a bel et bien été adapté par Sam Gabarski qui, en plus de cela, est français. Quant à Bleach et Fullmetal, ils vont ou ont fait l'objet d'une adaptation en live action. Et c'est l'occasion de vous dire que je n'aborderai pas ce genre au cours de la vidéo. La distribution des live action reste limitée au Japon, même s'il est possible de les voir en streaming et leur budget est plutôt modeste. Tous ne sont pas mauvais, mais dans l'ensemble, quand je regarde le résultat, c'est pas le mot crédible qui me vient en premier à l'esprit. Bref, tout ça pour dire que Dragon Ball en film c'est possible, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Pourquoi souhaitons-nous voir constamment des adaptations avec de vrais acteurs véritables alors que les œuvres originales se suffisent à elles-mêmes? C'est vrai, je veux dire, Dragon Ball est un excellent manga qui a eu droit à 3 adaptations en animé, des films, des OVA et même 2 suites. Et pourtant, malgré l'échec de DBE, nous avons tous ce désir de voir ce que cela pourrait donner avec de vraies personnes. C'est exactement pareil avec les comics, les romans ou les dessins animés, qu'ils soient japonais ou non. Alors pourquoi? Dans L'Art invisible de Scott McCloud, une BD qui théorise la BD, l'auteur met en évidence quelque chose de fondamental en dessin. Qu'il s'agisse d'un cercle avec 2 points pour les yeux et un trait pour la bouche, ou d'un dessin si réaliste qu'on le confondrait avec une photo, notre cerveau y voit un visage humain. C'est pour cette raison que nous avons l'impression de voir des visages partout sur nos objets du quotidien. La seule différence entre nos deux visages, c'est l'abstraction. C'est-à-dire que la représentation minimaliste nous permet d'imaginer qui on veut, là où le dessin réaliste représente quelqu'un en particulier. McCloud pense que c'est également ce qui explique le succès des dessins animés, et par extension de la BD. Les dessins étant une représentation plus ou moins réaliste de la réalité, ils laissent donc plus de place à notre imagination, nous permettant de mieux nous imprégner de l'œuvre, mais aussi de nous y intégrer et de nous y identifier. Personnellement, je pense que ça explique pourquoi nous souhaitons voir autant d'adaptations
adaptation live. Si un dessin abstrait laisse place à l'imaginaire, à l'inverse, le réalisme est beaucoup plus concret. Et quoi de plus concret que de vrais acteurs en mouvement? Notre cerveau y voit d'abord une personne qui existe interagir dans l'espace et le temps plus qu'un acteur. Regarder un film nous donne l'impression de voir quelque chose de réel, même si nous savons qu'il s'agit de fiction. Prenons l'exemple d'Iron Man. Dans les comics, nous avons accepté depuis longtemps l'idée de voir une armure high-tech aussi peu crédible soit-elle dans les premières années. Nous l'avons accepté car tout comme un super soldat congelé et un dieu nordique, les comics Marvel nous les ont présentés comme leur réalité, même si nous savons que ça reste dans le domaine du surréalisme. En film en revanche, c'est une toute autre histoire. Voir l'armure de manière si réaliste interagir avec des éléments concrets et prendre vie sous nos yeux la fait rentrer dans le domaine du possible. Nous savons toujours que c'est de la fiction, mais pourquoi pas? C'est exactement pareil avec les sabres laser de Star Wars. On le sait, c'est acquis, c'est tout à fait impossible, mais quand même, quelqu'un trouvera peut-être la solution. D'où cette volonté de vouloir tout adapter en live alors que la tâche semble impossible au premier abord. Passer de l'abstraction du dessin au réalisme d'un film fait donc passer un univers purement imaginaire dans le domaine du possible, ou en tout cas le rend plus concret, plus palpable. Vouloir une adaptation live est donc tout à fait humain. C'est pour ça qu'on kiffe devant les Marvel et les Harry Potter, et c'est pour ça qu'on veut kiffer devant Dragon Ball, parce que c'est possible. Et avant de revenir à Dragon Ball, justement, nous devons déterminer ce qu'est une adaptation. En effet, Evolution, aussi mauvais soit-il, ne permet pas à lui seul de mettre en évidence tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans une adaptation. D'autant plus qu'il accumule tellement d'erreurs qu'il en devient difficile de dire qu'un choix était mauvais parce que c'est un mauvais choix d'adaptation ou juste un mauvais choix cinématographique. Intéressons-nous donc aux deux adaptations citées en début de vidéo, Ghost in the Shell et Death Note. L'intérêt avec ces deux films est de voir des choix d'adaptation sur des licences à potentiel de blockbuster comme pourrait le devenir Dragon Ball. Si on est tous d'accord pour dire qu'aucun de ces deux films n'est le nouveau Dragon Ball Evolution, ils ont tout de même pas mal divisé la communauté. Ghost in the Shell a été salué pour sa fidélité que d'autres lui ont reproché. Quant à Death Note, il a provoqué pas mal de débats quant au choix des acteurs et le lieu de l'intrigue. Mais alors, qu'est-ce qu'une bonne adaptation et surtout, qu'est-ce qu'une adaptation? Oui, dans cette vidéo, on se pose pas mal de questions, mais vous allez voir qu'un film Dragon Ball va vous paraître beaucoup plus naturel une fois qu'on y aura répondu. Adapter, c'est appliquer après ajustement. Et adaptation, c'est l'action d'adapter ou de s'adapter avec les modifications qui en résultent. Les changements sont donc l'essence même de l'adaptation. Le simple fait de faire ça ne peut donc pas être reproché à Ghost in the Shell, Death Note ou même Evolution. Des modifications peuvent se révéler mauvaises en pratique, mais gueuler pour une modification en soi, c'est du même niveau que de se plaindre de personnages qui bougeraient dans une adaptation animée. L'animation peut être mauvaise, mais il serait ridicule de reprocher à un dessin animé qu'il est animé. Afin de clarifier tout ça, prenons l'exemple des Harry Potter qui sont pour moi d'excellents films et d'excellentes adaptations qui parleront à tout le monde. À partir du troisième opus, les films ont commencé à faire l'impasse sur des morceaux d'histoire à mesure que les livres s'épaississaient. Même si en tant que fan ça m'a fait mal au cœur, il faut comprendre que ces modifications étaient nécessaires pour passer des livres aux films. Ce sont deux formes d'art qui s'expriment avec leurs propres codes qui ne peuvent pas être singés d'un support à l'autre. Plusieurs pages de description peuvent prendre vie en seulement un plan, là où l'action d'une seule phrase peut nécessiter plusieurs secondes et peut-être même plusieurs minutes à l'écran. J.K. Rowling avait très bien compris ces différences de procédés, et c'est pour ça que les films sont de telles réussites, car elle avait compris que des modifications étaient nécessaires. C'est pour ça par exemple que toute l'intrigue des elfes de maison fut purement passée sous silence dans l'ordre du Phénix. Elle était trop éloignée de l'intrigue principale et aurait plus desservi le film qu'autre chose en le prolongeant inutilement, ce qui aurait aussi cassé son rythme pour finalement nous sortir complètement de l'histoire. Même combat avec les Dursley. Chaque livre se conclut par le retour d'Harry chez eux, une manière d'annoncer la fin d'une aventure qui sera suivie d'un autre tome. Au cinéma, c'est quelque peu différent. Un film doit servir à faire progresser son héros. Or, si Harry retournait chez les Dursley, il reviendrait à son point de départ. Des exemples comme ça avec Harry Potter, il y en a à l'appel et je vous conseille de vous y intéresser car ça permet de vraiment bien comprendre les enjeux d'une adaptation. Et c'est le même combat pour nos adaptations de manga en film. Cette fois, les deux sont des arts séquentiels, c'est-à-dire qu'ils sont des enchaînements d'images destinés à transmettre des informations et ou provoquer une réaction chez les spectateurs. Cette ressemblance pourrait nous laisser penser que l'adaptation n'en serait que plus facile contrairement à un roman, mais c'est justement le piège à éviter. Au-delà de cette ressemblance, BD et cinéma ont des codes bien différents. La principale réside dans le fait que la BD est un art séquentiel juxtaposé dans l'espace, alors que le cinéma est un art séquentiel juxtaposé dans le temps. C'est-à-dire que les images d'une BD sont dans des cases disposées les unes à la suite des autres sur une page, soit une répartition dans l'espace. Le mouvement n'est donc pas entièrement décomposé, l'auteur représente les scènes clés de son histoire. Cela implique aussi de jouer avec la taille des cases et leur forme en plus des échelles de plans s'il veut véhiculer des émotions et impliquer les lecteurs, en gros, nous. Ainsi nous devenons acteurs et actifs. Nous pouvons lire à la vitesse que l'on souhaite. L'imagination joue alors un grand rôle puisque nous pouvons lui donner libre cours grâce aux blancs laissés entre les cases. C'est là la force de la bande dessinée. Notre cerveau fait sa propre histoire à chaque blanc, amenant parfois des visions totalement différentes d'un individu à l'autre. A l'inverse, les images au cinéma défilent très rapidement par la même case, l'écran, soit une répartition dans le temps. Un film d'animation va donner l'illusion du mouvement, mais dans le cadre d'un film live, le mouvement est en plus bien réel. Nous, spectateurs, sommes plus soumis et passifs car le rythme est imposé par la limite de temps et l'enchaînement des images. Un film de 1h30 fera toujours 1h30. Il y a donc peu de place pour l'imagination puisque nous voyons ce que nous devons voir. Ça peut paraître compliqué, mais il s'agit surtout de mettre des mots techniques sur des choses qui sont évidentes, mais dites-vous bien que ça ce n'est que le début du travail de l'adaptation. Modifier la forme est donc un gros challenge, parfois même énorme lorsqu'on traite d'œuvres surréalistes comme Dragon Ball. Mais réussir la forme n'est pas non plus un gage de réussite car il reste encore à adapter le fond qui est selon moi le véritable enjeu d'une adaptation. En effet, changer le fond, c'est-à-dire le sens même d'une œuvre,
est moins visible que les changements apportés à la forme, mais pourra cependant bien plus trahir l'œuvre originale. Pour le coup, Evolution les a autant ruinés l'un que l'autre. Par contre, Ghost in the Shell est pour moi un bon exemple de ce problème. Certes, le film de Rupert Sanders est très fidèle à Mamoru Oshii, mais on tombe dans l'excès inverse par rapport à Dragon Ball Evolution qui a voulu tout repenser. Chaque plan et chaque scène du film de 1995 ont un sens dans l'histoire que le film nous raconte, sauf que celui de 2017 propose une histoire quelque peu différente en ajoutant de nouveaux personnages et en changeant les enjeux. On se retrouve donc avec des plans calqués sur la version d'origine, vides de sens et uniquement là pour le fan service. Et le plus dérangeant, c'est justement cette modification des enjeux qui va entraîner une modification de ce qu'est Ghost in the Shell à la base. Là où la version originale nous pose des questions sur ce qui fait de nous des êtres vivants et ce que signifie être humain, la nouvelle version nous apporte des réponses. Elle traite des souvenirs en nous demandant si ce sont eux qui nous définissent pour finalement tendre vers le oui. Sans nos souvenirs, nous ne sommes plus nous-mêmes. Avouez que le message est quelque peu différent. Il n'est pas question de savoir si c'est un thème intéressant ou non. D'ailleurs, je pense que oui, mais pas dans Ghost in the Shell. Ce n'est pas ce que nous propose l'œuvre. À la base, Ghost in the Shell nous fait réfléchir sur la question de l'humanité dans son ensemble sans nous apporter de réponse. Et avec ça, nous en arrivons à un problème de plus en plus récurrent, l'américanisation. J'appelle américanisation le fait de changer le sens d'une œuvre pour qu'il entre dans les standards de scénario hollywoodien afin d'assurer un minimum de réussite. Évidemment, pour toute autre personne que les producteurs, ce procédé est complètement stupide. Il aboutit à la mort de l'originalité et tente de standardiser l'art qui n'est justement pas un bien de consommation classique. Mais bon, si la culture et l'art permettaient de se nourrir, la connerie serait en voie de disparition. En attendant, comme trop souvent, c'est le pognon qui l'emporte sur le reste. Après attention, je parle d'américanisation pour les films, mais ce principe peut s'étendre à peu près tout ce qui se vend. Ouais, en gros absolument tout. C'est exactement pareil au Japon avec le manga. L'auteur de Black Clover, Yuki Tabata, n'est pas un mangaka depuis cette série. Il a d'abord travaillé sur une série moins conventionnelle qui lui a valu une petite notoriété. Mais quand il s'est mis à Black Clover qui s'inscrit pile dans le moule des Neketsu du moment, il a explosé. À partir du moment où un modèle rencontre du succès, il est copié pour générer un maximum de profit jusqu'à son essoufflement. C'est la loi de l'offre et la demande à la base du capitalisme, ce qui a été ajouté dans Ghost in the Shell. En effet, le film de 1995 se distingue aussi par le fait qu'il n'y ait pas vraiment de grands méchants, mais une IA qui, en plus, aborde la question d'un internet naissant à l'époque. Sauf que le film de 2017 s'est senti obligé de rajouter un bon gros méchant qui veut faire du profit, donnant par la même occasion un visage à une menace qui était au départ un concept. En plus d'être ultra cliché, cela dénature donc complètement l'œuvre. Cette américanisation, Ghost in the Shell n'en est pas la seule victime, puisque Death Note y passe aussi, d'une manière différente cependant qui se rapproche plus de Dragon Ball Evolution. Le film est devenu un teen movie genre américain par excellence, un film pour ados sur des ados. Et rien que là, ça ne sent pas bon. Le problème n'est pas que elle soit noire, parce que ce n'est définitivement pas un problème, mais plutôt que Light passe de badass à loser. Cette transformation s'explique par le fait que le Light du manga est une représentation du parfait ado masculin japonais beau et intelligent, ce que la version de Netflix a voulu transformer en représentation du lycéen loser à qui il arrive des choses incroyables, beaucoup plus proches du fantasme scolaire américain. Alors d'une, c'est ce qu'on appelle de l'ethnocentrisme, qui consiste à voir le monde à travers le prisme des archétypes de notre société. En l'occurrence, faire en sorte que Death Note devienne une histoire centrée sur les archétypes américains, et là le mot américanisation prend tout son sens. Et de deux, ce qui est d'abord une modification de la forme va entraîner une modification du fond considérable. Le Light du manga est froid et calculateur et ne suscite pas d'empathie puisqu'il utilise le Death Note à des fins personnelles. En revanche, le Light du site suscite bien plus l'empathie en devenant un loser auquel s'identifier qui en plus utilise le Death Note à des fins altruistes. Le Light froid et calculateur en supprimant des criminels devient un personnage ambigu et qui nous pose tout un tas de questions relatives à la morale et l'éthique, la justice ou encore le bien et le mal. Malheureusement, les modifications du film Netflix font de Light un gentil qui élimine des méchants. Exit donc de toute question morale sur la justice ou le bien et le mal puisqu'il apparaît comme une sorte de pseudo super-héros. Voilà donc comment l'américanisation transforme le message d'une œuvre adaptée jusqu'à devenir l'opposé de celui de l'œuvre originale. Cependant, il faut tout de même relativiser, puisque je parle beaucoup d'américanisation et d'ethnocentrisme. On pourrait donc croire que le cinéma hollywoodien est allergique aux scénarios étrangers, en l'occurrence les japonais issus de manga. Eh bien pas du tout, la preuve avec Kick-Ass. Avant d'être un film, Kick-Ass est un comics de Mark Millar et John Romita Jr. publié aux États-Unis en 2008. C'est suite à son succès qu'il est adapté au cinéma par Matthew Vaughn. J'adore ce film, vraiment, j'ai pris une grosse claque lorsque je l'ai vu la première fois et je le regarde toujours avec autant de plaisir. Sauf que si on est tous d'accord pour dire que c'est un très bon film, côté adaptation en revanche c'est une autre histoire. En effet, le film et le comics sont une histoire différente et donc un message différent. Le film est connu pour être ultra jouissif. Dave, lycéen et surtout geek invétéré, est un immense fan de comics, et comme beaucoup de fans, il se dit que devenir lui-même un super-héros ce serait stylé. Sauf que l'on n'est pas dans un comics mais dans la réalité. La première scène nous le rappelle d'ailleurs avec la chute d'un homme déguisé qui se tue en essayant de voler. En tant que lycéen lambda, Dave est également amoureux de l'une des plus belles filles du lycée, mais c'est un loser, il n'arrive donc pas à lui parler. Puis il décide finalement de réaliser son rêve et part combattre le crime mais se fait méchamment tabasser dès sa première intervention. Il y retourne quand même, et là, jackpot. Il rencontre d'autres super-héros, devient célèbre et finit par sortir avec la fille de ses rêves tout en nous offrant une scène finale spectaculaire. Au final, un teen movie. Ça n'en fait pas un mauvais film pour autant, au contraire, le film s'assume, ce qui en fait un parfait divertissement avec un héros attachant auquel on s'identifie et de l'action violente et spectaculaire à souhait. Sauf qu'au final, il nous présente l'histoire d'un héros lambda alors qu'à la base, le comics tourne justement ce concept en dérision. Même pitch de départ. Dave, lycéen, geek, comics, il devient un super-héros, sauf que c'est loin d'être une réussite.
À titre d'exemple, il ne finit pas avec la fille mais se fait tabasser par l'un de ses amis. Et ce n'est que l'un des très nombreux changements entre le film et le comics que je ne vous spoil pas plus car il vaut vraiment la peine d'être lu. Là où le film nous propose une histoire convenue, le comics se persiste dans l'approche réaliste. Les super-héros n'existent pas car leur espérance de vie ne dépasserait pas les 2 jours. Cela le comics nous le rappelle en permanence. Enfiler un costume ne transforme pas miraculeusement Dave de loser à champion. La violence accrue du comics est justement là pour nous rappeler l'horreur auquel devraient être confrontés les super-héros s'ils existaient. Une violence inhumaine et surtout humainement impossible à supporter. En gros, on n'est pas dans un comics mais bel et bien dans la réalité. Le film et le comics, bien qu'ayant des bases communes, aboutissent donc à un message radicalement opposé où le réalisme du comics est transformé en fantasme dans le film. Du coup, est-ce une bonne adaptation? Eh bien j'ai envie de dire non puisqu'il fait exactement ce que je reproche à Ghost in the Shell et Death Note, mais franchement il y a débat. D'un autre côté, je me dis que le film m'aurait sûrement moins marqué s'il avait suivi scrupuleusement le comics et sa fin amère pour le héros, ce qui m'amène à me demander s'il valait mieux préserver le message de base, quitte à être un succès plus modeste. La transformation en teen movie peut-elle être acceptée en tant que modification relative à l'adaptation, tout en sachant que son message va à l'encontre de celui d'origine? En gros, est-ce que pour être adapté en film et rencontrer le succès, Kick-Ass et les bandes dessinées doivent être adaptées en film commercial et convenu? Pour le coup, je pense que non, il est possible de faire de bonnes adaptations sans les transformer en archétypes, la preuve avec Quartier Lointain. En revanche, pour ce qui est de la réussite commerciale, c'est un autre débat. Est-ce que Kick-Ass aurait autant rencontré le succès s'il n'avait pas été conformé au moule hollywoodien? Eh bien, difficile à dire. C'est pour ça que je souhaitais me concentrer sur les adaptations de licences au potentiel de blockbuster et pouvant devenir des franchises de films. Les enjeux commerciaux sur le long terme sont tellement importants qu'ils impactent considérablement les intentions artistiques. C'est exactement ce qu'il se passe avec les films du Marvel Cinematic Universe où chaque réalisateur doit respecter un cahier des charges très strict afin de s'intégrer à l'ensemble, quitte à brimer sa vision artistique. Et c'est pour ça que Dragon Ball s'est transformé en Dragon Ball Evolution. Cela ne justifie pas la transformation d'une œuvre à un tel degré, mais ça en explique en partie les raisons. Maintenant que le modèle s'est planté, on peut espérer un Dragon Ball plus fidèle, mais surtout un Dragon Ball qui, comme le manga, laissera une empreinte sur son art. Car au final, rentrer dans le moule peut garantir un minimum de réussite, mais c'est des véritables prises de risque que naissent des succès connus et reconnus. Quel fan aurait misé sur la réécriture des origines du Joker? Qui aurait cru à Ledger dans le rôle du méchant le plus célèbre des comics? Qui aurait pu penser que les X-Men seraient intimement liés à l'Holocauste nazi? Peu de personnes, je pense, et pourtant c'est en grande partie grâce à ces films que l'industrie du cinéma de super-héros est ce qu'elle est. Alors pourquoi n'aurait-on pas droit de rêver à la même chose pour les mangas? Il faut simplement qu'en tant que fan, nous acceptions les modifications de la forme pour servir le fond, et non acclamer les modifications du fond pour admirer la forme n'ayant pas d'autre intérêt que du fanservice avec des plans décalqués d'un support à l'autre. Et Dragon Ball dans tout ça, c'était quand même le sujet de la vidéo. Et bien tous ces exemples m'ont permis de vous montrer qu'il ne suffit pas de copier l'œuvre originale pour faire une bonne adaptation. Au contraire, apporter des modifications est non seulement utile mais surtout nécessaire. Le fond d'une œuvre est plus important que sa forme car c'est ce qui la définit. Et puis ces exemples m'ont aussi permis de vous montrer que c'est le bordel. La question de la qualité d'une adaptation est et restera toujours un sujet sensible qui divise, pour la simple et bonne raison qu'une adaptation joue sur les émotions. Lorsqu'on aime une œuvre, on s'y attache, on se l'approprie. Chacun a un rapport personnel à cette dernière. L'adapter et donc la modifier, c'est toucher à quelque chose que l'on aime et qui nous est acquis. Et quel terrain plus casse-gueule que la nostalgie et l'adoration d'une œuvre. Fidèle ou non et de qualité ou non, nous perdons toute forme d'objectivité car nous nous sentons trahis. J'ai beau adorer Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, une petite partie de moi regrettera toujours de ne pas avoir vu la bataille de fin à Poudlard présente dans le livre, même si je comprends pourquoi le réalisateur a fait l'impasse dessus. Mais nous nous devons de dépasser ça car le support original ne perdra jamais en qualité à cause d'une adaptation ou même d'une suite. C'est d'ailleurs ce que Alan Moore répond quand on lui demande comment vont ses comics après les films. Mes comics, ils sont là, ils vont très bien. Il faut prendre une adaptation pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une version différente de celle de l'œuvre originale. Un réalisateur, au même titre qu'un auteur, va apporter sa vision artistique au projet, entraînant nécessairement des changements. Bien entendu, la qualité d'une adaptation va avoir un sens différent pour chacun d'entre nous. Je maintiens que le fond est plus important que la forme, mais nous avons tous un seuil de tolérance différent face aux modifications apportées et quant à leur légitimité. La preuve avec la sortie récente de Ready Player One, adaptation du roman Player One. D'où le fait qu'il s'agira toujours d'un sujet sensible qui divise les communautés. C'est aussi pour ça que Dragon Ball Evolution a autant déplu, car le film s'est permis beaucoup trop de changements inutiles qui ont complètement dénaturé l'œuvre. Beaucoup lycéens, c'est chaud, c'est très osé, mais éventuellement pourquoi pas. Sauf que c'est couplé à sa volonté de s'accoupler, qui pour le coup est le plus gros forçage possible pour faire rentrer Dragon Ball dans le moule, puisque de base Goku n'en a rien à péter des filles. Pareil avec le Kamehameha, pourquoi changer un geste aussi culte? Pourquoi modifier l'arène du Tenkaichi Budokai? Pourquoi vouloir justifier le ki par les éléments? Apporter des modifications est nécessaire dans une adaptation, mais des changements pour des changements relèvent à l'inverse de la mauvaise adaptation. À partir du moment où ils ne servent pas le support, les modifications n'ont aucun intérêt et trahissent simplement l'œuvre. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec Dragon Ball. Dragon Ball en film est donc bel et bien possible, mais comment? Les cheveux des Super Saiyans sont un argument récurrent contre une adaptation live de Dragon Ball, mais sont-ils si importants? Qu'on s'entende bien, c'est super iconique, mais l'œuvre de Toriyama ne se résume pas à des cheveux jaunes en pointe. D'une part, ce n'est qu'un détail de l'apparence des Saiyans, et il existe de très bons arcs sans Super Saiyan, notamment l'arc des Saiyans avec Vegeta qui ferait selon moi un excellent film. Il faut se demander ce qui fait l'essence de Dragon Ball, et ce n'est certainement pas les coupes de cheveux et les tenues. Dragon Ball c'est l'aventure, c'est une quête initiatique, l'amitié, le dépassement de soi et même l'humour. Au final, la recette parfaite pour en faire un blockbuster digne de l'histoire originale. Le challenge
est donc de conserver ce qui fait de Dragon Ball au cours du processus d'adaptation. Pour le reste, les modifications seront inévitables, quitte même jusqu'à prendre le contre-pied de ce qu'on attend. Pourquoi ne pas faire un film sur l'histoire de Mirai Trunks? Le personnage est très apprécié et possède une histoire qui colle plus au modèle hollywoodien pour faciliter le lancement. On part également du principe d'en faire une adaptation très serious business, mais il est également possible d'en faire quelque chose de plus léger dans la même veine que Scott Pilgrim. Bref, Dragon Ball en film, c'est possible. Techniquement, il suffit d'avoir les moyens. Et pour ce qui est de l'histoire, il faut trouver le Peter Jackson de Dragon Ball, c'est-à-dire un fan qui a compris l'œuvre et l'aime au plus profond de son cœur et qui fera tout son possible pour nous offrir un film digne de Goku et ses amis. C'est là tout l'enjeu de n'importe quelle adaptation. Être capable de prendre des choix risqués pour servir l'œuvre originale et ne pas se contenter du fanservice pour espérer se mettre les fans dans la poche. C'est sur ces paroles pleines d'espoir que se termine cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, c'est un sujet très délicat que chacun aborde d'une manière différente. Chaque adaptation est différente et a son propre débat. Dites-nous en commentaire si vous pensez que Dragon Ball est toujours impossible à adapter en film. Vous pouvez également nous soutenir sur Tipeee, le lien est en description. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt sur l'archipel.